Très heureux de vous retrouver dans cette série d'émissions Vivre en France avec une phrase célèbre. Elle a été prononcée par le général de Gaulle. Difficile de gouverner un pays qui produit autant de fromage. C'est vrai sans doute. Aujourd'hui, il y a 340 variétés de fromage dans toutes les régions. Nous vous en livrons quelques-uns des plus célèbres sur un plateau. Du comté, une fondue comme ça au comté, un petit vin du Jura, c'est terrible. On me dirait c'est le paradis, oui. Ça me ferait rien d'y aller tout de suite. Tu signerais tout de suite. Eh ben, à ta santé. Moi, quand je mange une fondue comme ça, sans chauvinisme, mais on sent le coup de patte de l'agriculteur, le coup de main du fromager. Sans parler de la fineur. Et puis il faut pas oublier les vaches. Ah oui. On ne peut pas dire qu'il y a un comté, il y a des comtés. Et les comtés d'été ne sont pas les mêmes que les comtés d'hiver. Les comtés du Bas-Jura ne sont pas les mêmes que ceux du Haut-Jura. De toute façon, ils sont tous très bons. Même Caline, la jument franc-comtoise qui livre le lait au petit trot, fait bien son travail. Et si le comté est bon, c'est que chacun ici remplit sa tâche avec sérieux. En fait, la nature est rude, exigeante. C'est elle qui rythme les activités, forge les caractères. 1000 mètres d'altitude dans ce pays de haute joue. Des forêts, des pâturages engloutis sous la neige 6 mois par an et du vent. Aucune culture n'est possible, restent les animaux, le lait et le fromage bien sûr. On aime bien notre pays, on aime nos chevaux, on aime nos vaches, on aime la forêt, on aime notre climat malgré qu'il soit rude. Et vous savez, aujourd'hui il y a de la neige mais ça ne nous fait pas peur. La Montbéliarde fait partie un peu de notre terroir et on y tient comme la prunelle de nos yeux. Et c'est un petit peu notre patrimoine. Ce sont elles et elles seules qui fournissent le lait pour le comté et leur donnent du goût, du parfum, grâce à un régime alimentaire strict et naturel. Les herbes, les plantes, les fleurs du Jura, essentiellement. En échange de ces contraintes, leur lait est payé plus cher et trouve toujours un débouché à la fromagerie. Le comté, fils du Jura, est le revenu principal, la véritable richesse des agriculteurs. C'est une ferme qui a à peu près 250 ans. Mon frère aîné, qui a 10 ans de plus que moi, s'est installé dans les années 70. 7 à 8 années plus tard, je suis rentré associé avec lui. Mes parents ont pris la retraite. Et mon plus jeune frère est rentré quelques années après, associé avec nous. C'est bien de travailler en famille ? Bien sûr, parce qu'on connaît ses associés, on connaît aussi ses défauts, ses avantages. Et puis, on a toujours eu un peu la fibre familiale. Alors, on continue. 60 laitières à traire 2 fois par jour, à nourrir et à soigner dans une atmosphère de bonheur paisible. Les 3 frères, en bons jurassiens, savent moderniser et respecter la tradition. Juste après la traite, le lait est apporté à la fromagerie. Cela préserve ses qualités et permet aux éleveurs de se rencontrer. Dans notre pays, on aime beaucoup travailler en coopérative, aussi bien au niveau de notre production laitière qui part à la fruitière pour la fabrication du comté, aussi bien pour la vie de tous les jours. On a tous besoin un petit peu de son voisin à un moment donné dans l'année, quoi. C'est important l'entraide ? Oh, c'est important, vous savez, c'est notre nature. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent être agriculteurs, malgré une situation difficile actuellement. Beaucoup reprennent les exploitations de leurs parents. Sur notre canton, c'est que des jeunes, et il y a encore des jeunes qui veulent s'installer. On est quand même bien chez nous. Coopérative, fruitière ou encore chalet, c'est toujours la fromagerie, le lieu essentiel où s'élabore le comté. Il prend forme, commence à mûrir pendant 1 mois. Le modernisme des machines n'empêche pas la tradition de la recette. Le comté dans le Jura est toujours fait en respectant les moindres gestes de nos ancêtres. Et quand on aménage une fruitière, même avec le matériel moderne d'aujourd'hui, on veille à ce que tout soit respecté scrupuleusement. C'est une histoire d'amour et on y tient. Régulièrement salé et brossé, le comté est enfin transporté, et c'est la dernière étape, dans la cave d'un affineur. Ici, le fort militaire de Saint-Antoine, construit en 1880, vit une reconversion pacifique et odorante.
Il faut à ce fromage 14 mois en moyenne pour mûrir doucement, révéler sa gamme de parfums, de goûts, de couleurs, sous l'œil et le nez vigilants de ses gardiens. Il y a là 42 000 meules de 40 kilos, bien rangés du sol au plafond. Et c'est une belle image de l'ordre, de l'équilibre et de l'obstination de tous les hommes du comté. Ils ont su tirer profit d'un savoir-faire ancestral et d'un pays difficile qu'ils ne veulent surtout pas quitter. Au début, le fromage, c'est ça. Le Chambérat, c'est un fromage fermier qui vient du Bourbonnais, qui est à base de lait de vache et qui est affiné à l'ancienne. D'accord. Il aurait pu ne jamais arriver dans l'assiette, le Chambérat, et rester dans des souvenirs de petite fille. J'étais pas bien vieille, j'avais pas 5 ans, mais j'en perdais pas une miette, hein, la Françoise. La Françoise, c'était la championne du Chambérat. Elle faisait un fromage qui était excellent, c'était un véritable délice. Alors, je me souviens qu'elle tirait le lait, elle avait qu'une vache, hein, elle tirait ça à la main. Ça, on entendait hein, quand ça tombait dans le jadot. Hein. Le récipient s'appelait comme ça, c'est comme ça qu'elle l'appelait. Dans les prés, les races à viande moins contraignantes que les laitières pour les éleveurs avaient bien failli squatter complètement les étables. Le Chambérat aurait pu disparaître. Mais la tradition paysanne a la peau dure. Le savoir-faire sagement transmis à la lueur des lampes à pétrole, le bon fromage a survécu dans les fermes du Bourbonnais. C'est fondant. Il est surprenant. C'est très légèrement salé. Ce fromage qui avait complètement disparu, aujourd'hui, il renaît de son oubli. C'est une aventure extraordinaire. Un jour, je suis allé voir une grand-mère et je suis arrivé avec un thermomètre et puis une pipette pour mesurer. Puis la grand-mère m'a dit, ben voilà, on trayait. Et puis, quand on avait trait, on posait le pot à lait sur le bord de la cuisinière, là où il n'est pas trop chaud. Parce que, dès qu'on a trait, il faut aller s'occuper des bêtes. On n'a pas le temps de s'occuper du fromage. Mais ce dont je me souviens bien, elle versait directement le lait, encore chaud, dans des gros pots de grès, où il y avait déjà la presure, parce qu'il fallait vraiment que le lait soit pris tout de suite à la chaleur du pis de la vache. Et j'ai mesuré avec ma pipette la quantité de présure de la petite cuillère. Et puis ensuite, la grand-mère a fait son fromage. Elle mélangeait, elle brassait. Et puis elle mettait tout dans une toile, en serrant bien, en donnant des coups de poing dans le moule pour faire sortir du petit lait. Et je voudrais, à la méthode d'aujourd'hui, qu'on affine nos fromages comme les faisaient les anciens. Là, c'est une question de savoir-faire, de toucher du fromager. Il faut que nos fermières qui fabriquent, elles sentent qu'en touchant leur grain, il va être bien. Tout ça parce que il existait une tradition de ce Chambérat. Il est évident qu'on ne peut pas demander à une trame plastique de donner du goût au fromage. Les vieux nous disaient, mais non, c'est la paille. Il n'y a que la paille qui sèche bien les croûtes. Et le fond du garde-manger était recouvert de paille, toujours une paille bien fraîche, et elle le retournait tous les jours. De la paille, toute simple, et qui est à l'origine de cette odeur. Parce qu'il ne sent pas le fromage tout bête, il y a cette odeur de la paille qui ressort en plus derrière, et qui participe forcément au goût du fromage. Tu as senti le goût de la croûte? Tout à fait. Ouais. Elle est très parfumée. Un bon goût de paille. Avec un goût de terroir. C'est un fromage fermier, comme dans l'ancien temps. L'histoire du Banon commence ici, au cœur de la Haute-Provence. Ce petit village de 950 habitants a donné son nom à un fromage fait uniquement au lait de chèvre, un fromage mythique. Il a pratiquement 2 millénaires, hein. Et on dit même qu'Antonin le Pieux, l'empereur romain, à force d'en avoir trop mangé, il en est mort. Il a eu une indigestion de Banon. Alors quand même, c'est un fromage assez fameux. Puis il a cheminé à travers les âges, et puis il est là, maintenant. Puis c'était le fromage de Giono. Ah, c'est l'heure de...
de lâcher le troupeau. Et là, elle file vers le Saint-Foin. Vous savez, le fromage, il prend un peu le goût de l'herbe qu'il mange. Chaque herbe donne un parfum au fromage. La tradition Louis Couton y est attachée. Autrefois, au pays de Giono, chaque ferme faisait son banon pour sa propre consommation. Les Coutons, eux, continuent avec leurs quelques chèvres. Ton coquinet, voilà, c'est ici que je fais des fromages. Dans ce petit coin. Vous voyez, les moules, c'est tout le cahier est vidé dedans. En tournant après 4 ou 5 fois par jour, en installant toutes les fois, ça arrive à faire les petits fromages. Chacun fait son banon à son goût. Ces feuilles de platane passées au vinaigre vont servir à enrober le fromage de Lucienne Couton. Mais le vrai banon doit être plié dans des feuilles de châtaignier attachées avec du raffia. Moi, je fais des banons depuis l'âge de 10 ans. Enfin, j'ai aidé à maman. Et puis après, quand je me suis mariée, bon, j'ai aidé à ma belle-mère qui en faisait. Et puis après, j'ai continué. Accessoire authentique, la toupine. Une jarre de grès où les fromages vont s'affiner pendant 15 jours. Et voilà. Il n'est pas un marché en Provence où l'on ne trouve de banon. Et il ne laisse personne indifférent. Le banon, c'est bon. Il est bon, il est bien crémeux et tout. On en trouve aussi à Paris, mais c'est pas pareil. Hein. Il n'y a pas le plaisir de goûter sur place. Les plus ardents défenseurs du banon, ce sont eux. C'est la découverte, regarde ça. Doucement. Les feuilles bien brunies. Ouais. Hein, donc preuve que le fromage à l'intérieur c'est bien affiné au contact de la feuille. Il est magnifique. C'est le banon c'est le banon qu'on veut, c'est le banon qu'on recherche, c'est le banon du cahier des charges. Le banon, tiens, regarde. Tu as vu, il est crémeux. Techniciens, affineurs, éleveurs, ils recherchent l'excellence et représentent les producteurs de banon. Depuis 2 ans, leur dossier pour obtenir une appellation d'origine est prêt. L'appellation d'origine contrôlée, c'est une certification d'authenticité. Et cette authenticité, elle traverse les siècles. Elle est revenue chez nous. Il faut qu'on continue à avoir des chèvres dans les collines, dans ce pays qui aussi, comme tant d'autres, se désertifie. Ça permet quand même de conserver des gens quelque part qui font quelque chose avec passion. Avec ses 36 chèvres, Joël Corbon s'accroche à sa terre. Il a repris la ferme familiale, transformé la fromagerie artisanale et avec sa femme, relancé la fabrication du vrai banon avec de la présure. La particularité de cette fabrication est que le lait est transformé tout de suite après la traite, alors qu'il est encore tiède. Et 2 heures après la traite, le fromage est fait, le lait est caillé et mis en moule. La méthode est ancestrale. Trempée dans le marc, la tome va s'affiner, pliée sous la feuille de châtaignier, pour une bonne raison. L'hiver, les familles n'avaient plus de fromage parce que les chèvres n'avaient plus de lait. Et donc le pliage permettait de faire revenir des tomes sèches de l'été, de les faire redevenir onctueuses. Donc toute la famille, l'hiver, avait des fromages qui étaient à nouveau crémeux. C'est ma mère qui m'a appris à plier les banons et je crois que la tradition se perpétue de femme en femme. Et là, je suis un peu l'exception depuis 6 générations. Mais c'est toujours le même geste qui se perpétue de siècle en siècle. C'est pour cela qu'ils espèrent leur appellation. Mais pour l'obtenir, il faut respecter les critères de l'Institut d'appellation d'origine. La méthode traditionnelle, le territoire historique du banon près de la montagne de Lure et la définition d'une aire de production délimitée aujourd'hui du Mont Ventoux au Verdon. Et si l'avis est favorable, le banon sera reconnu. Voilà. C'est comme le vin, ça obéit un petit peu aux mêmes critères d'authenticité et de qualité d'un produit, très typé et très identifié sur un sol. Ah là, regarde cette coupe, regarde la coupe là. Ouais. Ah là, ça claque bien. Un petit coup de bain, ouais. Ah ouais. Allez, notre devoir est très noble. Au banon. Au banon. Au banon. La lumière se fait plus douce, mais le travail n'en sera pas moins rude. Le soir et au petit matin, la traite occupe le berger 7 heures par jour. La traite, c'est long, oui. Ça prend du temps. Il faut se lever tôt le matin et puis finir tard le soir. Quand je suis tout seul, elle vient de se faire traire, là. Mais là, il y a trop de monde. Ils ont peur. Et puis, j'envoie donc ces moutons, là, paître, et je fais la fabrication du fromage.
Ça, c'est la méthode ancienne, ça. Il faut le piquer. Vous allez voir. Vous allez voir ça. Avec des aiguilles. Ça, c'est du petit lait, là. Il faut l'enlever. Les vieux bergers disent toujours qu'il faut piquer le fromage pour le conserver, quoi. Il n'a pas l'air du tout mal, ce fromage. Ça, c'est ma marque à moi. La marque de la maison. La fabrication d'un fromage relève d'une alchimie savante. Pour Marcel, ce n'est qu'un enchaînement de gestes simples et familiers. À l'heure où les cabanes se modernisent, où l'isolement des bergers s'atténue un peu, au fond de la vallée d'Osso, contre les aiguilles d'Ansab, Marcel mène une vie encore rustique. Son père et son grand-père étaient bergers. Marcel n'a rien changé. La ferme était petite, hein, on ne pouvait pas vivre à deux. J'ai pris ma part de brebis, mon troupeau, quoi, puis je suis parti. J'ai loué des terres, puis toujours loué des terres. Ce qui fait que je suis berger sans terre, quoi. Je suis propriétaire de rien à part de mon troupeau. Le fromage fermente au saloir pendant 1 mois. Marcel vient le tourner tous les jours et le saler, c'est pour le goût. Le rôle du sel, quand il est sec comme ça dessus, puis bon, tu vois comment il est tout blanc là, c'est la fermentation ça. Ça marche très bien quand ça va comme ça. Puis ça sèche tout seul, ça, on le tourne tous les jours, ça sèche petit à petit, ça fait une croûte très jolie. Un authentique fromage des Pyrénées fabriqué par un berger, ça attire les touristes. Ils viennent parfois de loin, comme ici du Sénégal, pour en acheter. Peut-être que vous n'allez pas aimer ça. Si, j'en ai déjà mangé. 70 francs le kilo. Mais de l'autre côté. Tarbes en deux. Délicieux. Merci. Eh bien, 1 kilo pour un tel, un peu plus. 1 kilo. Hein. Oui. Très bien. Okay. Au revoir. Mais la vente directe aux randonneurs reste marginale. Le reste, Marcel va le descendre à dos d'âne 1 fois par semaine dans la vallée. Allez. C'est un long voyage, 1h30 de marche le sépare du premier village. C'est une ancienne. Elle était suspendue. Qu'est-ce qui est célèbre à Orgelet? Je sais pas, je suis pas au courant. Vraiment d'Orgelet alors? Ah non, mais je vois pas du tout là. Les premières vaches qui rient qui ne portaient pas ce nom-là à ce moment-là ont été fabriquées à Orgelet par monsieur Bell. La vache qui rit, c'est d'abord un discret petit village du Jura, Orgelet, où s'est installée la famille de fromagers Bell. C'est ensuite une technique de fabrication de fromage fondu inventée par les Suisses, utilisée d'abord au début du siècle pour écouler les excédents de fromage. Mais c'est aussi la tête de vache et cette vache qui rit car elle plaît universellement. Partout dans le monde, la vache qui rit veut dire quelque chose et c'est tout à fait étonnant, c'est tout à fait remarquable. Et pourquoi une vache rouge? Pourquoi une vache rouge? Mais pourquoi pas une vache rouge? Ce nom et cette vache curieusement hilare que l'on retrouve sur les premières boîtes en métal, c'est Léon Bell qui en est le créateur. Un copain de régiment, Benjamin Rabier, dessinateur et peintre d'animaux, va lui donner en 1922 ce visage définitivement sympathique. Voilà la plaque émaillée, signée Benjamin Rabier, double face, qui était donc accrochée comme ceci. Côté matières premières, elles se sont enrichies au fil des années, à la base du comté et de l'emmental, auquel s'est ajouté du cheddar et du gouda, toujours affinés dans les caves de l'entreprise. Quant à la fameuse recette du succès de la vache qui rit, le secret semble toujours bien gardé. Il y a combien de pourcentage de fromage dans la vache qui rit? Ça. Vous savez pas? La proportion exactement, je peux pas vous dire. Ce mélange savant de fromage est complété par du beurre, de la poudre de lait et quelques sels de fonte. Le tout est cuit à 115 degrés. En fait de secret, s'il y en a un, c'est de n'avoir pas changé de recette en 75 ans, ou si peu, ou alors discrètement. Ça se fait par petites touches
de façon à éviter des grands changements, mais on précède jour après jour ce que les gens aiment, et aujourd'hui la vache qui rit est un fromage qui plaît à tout le monde. C'est la vie, c'est des old folks, it goes to show you never can tell. Et pour plaire à tout le monde, et surtout pour que ce fromage qui ne change pas puisse se transmettre de génération en génération, paradoxalement, il faut le goûter toutes les semaines et suivre son évolution. Je sens moins les différences de goût en tant que consommateur qu'en tant que dégustateur. En tant que dégustateur, je peux percevoir des différences assez fines avec du pain au milieu d'un repas. Là, je ne ressens plus les différences que j'ai perçues dans les box. Moi, j'aime beaucoup des tartines de vache qui rit à tremper dans le café le matin. Mais ça plaira pas à tout le monde, mais c'est délicieux. Dans le cas où vos enfants prendraient les montgolfières pour des chaînes de montagne, donnez-leur... Tout succès mérite une rançon, et pour la vache qui rit, ce sont dès le début de belles copies. Arrangement et long procès ont fini par imposer son nom et sa couleur. De la vache qui rit. Puis alors, il y a aussi des décalcomanies couleurs éducatives. Des années 32. Léon Bel sait qu'il a un bon produit et ne se contente pas d'en faire de la réclame. Buvard, protège-cahiers, images, sa cible favorite, ce sont les enfants qu'il faut fidéliser. Dès 1926, un service de publicité sera intégré à l'entreprise. Il sera aussi l'un des premiers à sponsoriser des émissions de radio ou une course cycliste. Bel, c'est un promoteur de la publicité. Pendant la guerre, il avait un gros budget publicitaire et c'était vraiment un promoteur de la publicité. Qu'elle soit insolente, coquine ou légèrement pince sans rire, cette vache rouge, liée à nos souvenirs d'enfance, a su entretenir en 75 ans un capital de sympathie. Une stratégie payante qui lui a permis de devenir la locomotive d'un grand groupe fromager français. Modernité et tradition, régularité et innovation, du papier aluminium en 1945 à la boîte en carton que l'on ouvre avec un fil 10 ans plus tard, en passant par cette petite languette que l'on perfectionne en 1988, la petite portion de 17 grammes a conquis progressivement le reste de la planète. Plus de 6 millions de portions sont consommées chaque jour dans le monde. Alors ça se passe comme ça, on l'ouvre et on tire tout simplement avant de déguster ce délicieux fromage. Leader mondial aujourd'hui du fromage fondu à tartiner, notre célèbre vache qui rit, symbole de cette terre de France, a donc réussi le test des langues étrangères. Présent dans 96 pays, la petite vache jurassienne a décidément le triomphe modeste. L'arrivée d'une meule de Beaufort de 45 kg en provenance de Savoie est un moment de vérité pour le fromager qui découvre sa commande. On voit que c'est un fromage qui a eu du soin. Son croûtage est tout à fait à point, il confirme sa maturité. C'est un fromage qui est extrêmement sain et qui est prometteur. Le Beaufort appartient à la famille des fromages à pâte pressée cuite. Improprement appelé gruyère, il est d'accès plutôt facile lorsqu'il est onctueux et que son parfum est fruité. Le Beaufort étant porteur d'arômes, il permet à une personne pas forcément très initiée d'avoir tout de suite ce rendez-vous plaisir, parce que c'est d'abord un rendez-vous plaisir. Jacques Vernier quitte régulièrement Paris pour une escapade en Haute-Maurienne où il peut surveiller ses protégés. J'ai besoin de suivre mes fromages, l'endroit est magique et puis je suis chez moi surtout. Joignant l'utile à l'agréable, le fromager parisien redevient savoyard. Il vient en ami, choisir, trier, négocier le Beaufort. La vie du caviste est alors indispensable. C'est lui qui, durant toute la période d'affinage, de 6 à 12 mois, est en contact quotidien avec les fromages. Là, tu as tous les arômes floraux qui se sont développés, et bon, il n'y a pas de problème. Celui-là. Lorsqu'on les trie au bout de 6 mois, la personnalité du produit est déjà largement démarrée. Nous, ce que nous faisons, nous les gardons encore 5 ou 6 autres mois afin de tout à fait confirmer ces arômes. Le Beaufort bénéficie d'une appellation d'origine contrôlée qui implique le respect de règles précises. Le lait doit provenir des troupeaux de vaches tarines et abondance et la production ne doit pas excéder 5000 kg par an et par vache. On distingue le Beaufort d'été de celui d'hiver. À l'origine, il fallait anticiper sur sa fabrication. Il a fallu imaginer une nourriture décalée dans le temps, en tenant compte de cet environnement qui permettait aucune alimentation naturelle pendant la période d'hiver, sous la neige. Donc ce Beaufort qui était fabriqué l'été se consommait l'hiver.
32 millions de litres de lait produits sur la zone Beaufort, 95% sont transformés en fromage du même nom, selon le principe habituel. J'ai fait cailler de lait et je suis en train de décailler. C'est-à-dire que je vais faire des grains de fromage. Là. Lorsque les grains de caillé ont suffisamment chauffé, le fromage est recueilli dans une toile de lin et moulé dans un cercle de bois. Après 20 heures de pressage, les grains sont soudés et forment une pâte homogène. Le fromage est ensuite plongé une journée dans un bain de saumure qui contribue à la formation de la croûte. L'affinage en cave est de 5 mois minimum. Le fromage est manipulé tous les jours. On apporte une âme au fromage, c'est-à-dire que les vaches font leur travail, les agriculteurs en font le leur, le fromager fait le corps du fromage. Nous, on termine la phase en apportant notre savoir-faire le plus possible. Dans la cave humide, à environ 10 degrés, le caviste travaille le goût et l'aspect du fromage. 2 fois par semaine, il sale, frotte et retourne chaque meule. Cette opération procure au fromage une pellicule qui est protectrice du fromage. C'est-à-dire que le sel laisse un dépôt qui va non seulement rougir le fromage, mais protéger le fromage. Exigeant, le Beaufort sait aussi être généreux. Lorsqu'il a été bien traité, il se révèle pleinement, restituant la symbiose entre les gestes et la matière. Il offre alors un irrésistible goût d'alpage. Cette épicéa a plus de 100 ans. Et aujourd'hui, les bûcherons ne sont pas les seuls à travailler, car l'épicéa ne sert pas qu'à la construction et aux meubles, il participe à la fabrication du fromage de la région, le Mont d'Or, et pour cela, il faut prélever sur place une partie de l'écorce. On les avait arrivés ce matin, donc nous on fait notre boulot par rapport à eux, parce que nous, si on débarque les bois, si on tire les bois sur la route, l'écorce elle est foutue, elle ne sert plus à rien, donc ils ne peuvent pas lever. Donc ils nous freinent un peu dans notre travail, mais c'est deux boulots qui se font ensemble, donc on le fait avec eux. Eux, les voici. Ils commencent à retirer l'écorce, car c'est l'aubier qui va les intéresser pour faire des sangles. Vous mettez ces sangliers. Comment vous avez appris? C'est grâce à mon père. Il m'a appris tout à petit, et j'ai aimé ce boulot. Les sangles, ce sont ces minces bandelettes de 2 mm, souples, douces et tendres, qui se laissent peler sur le tronc seulement quand ils ne gèlent pas. Vous faites combien de sangles dans la journée? 800, 900. C'est le bois qui commande. C'est pas à nous. Vaux et Chantegru est un village de 500 habitants qui vit en partie du travail du bois. Là, on retrouve les sangles sagement alignées sur un mur. C'est ce qui sert à entourer le Mont d'Or pour donner le goût. C'est uniquement pour donner le goût. Puis on travaille avec les gens de la terre, c'est des gens simples comme nous. Et ces sangles, on va les retrouver à Saint-Point, à quelques kilomètres, pour former ce fromage, roi de l'hiver, mais pas seulement pour le goût, dans cette fromagerie artisanale. La sangle, elle, tient office de moule. C'est elle qui va nous donner la forme du fromage définitif. C'est pour ça d'ailleurs que nous pouvons avoir des gros, des petits. Enfin, ça c'est l'artisanat. Déjà, l'épicéa, c'est vrai que la sangle donne déjà un bon goût typé. C'est quand même une écorce qui possède beaucoup de tanin. C'est ce tanin qui va diffuser dans la pâte et c'est ça en fait qui va nous donner un goût typique au Mont d'Or. Vient le temps de l'affinage. Dans une cave bien fraîche, Fabrice brosse les Monts d'Or à l'eau salée. Ceux-là ont déjà 15 jours. Il faut encore attendre. 21 jours obligatoires déjà avant de pouvoir les commercialiser. Les fromages prêts, il leur faut des boîtes, en épicéa bien sûr, et là, c'est l'affaire de Patrick et de son père. Je fais des ronds pour les fonds de boîte à Mont d'Or. Et moi je suis comme mon père, j'ai fait bûcheron avec mon père depuis l'âge de 16 ans. Et puis après j'ai fait des sangles à Mont d'Or. Mais je suis pas aussi connaisseur que mon père.
Là, je suis en train de choisir mon plateau pour faire la pliure. Hein, c'est le tour de la boîte à Mondor. Ah oui, j'ai pris mon plateau, je l'ai fendu pour voir, pour suivre le fil, vous voyez. Comme là, c'est du droit fil. Et puis là, je l'ai chanfreiné pour couper les bords, pour pas que ça se casse. Puis là, je vais les passer à la machine. Au début, je perdais la moitié de mes boîtes. Disons que la première année, j'ai rien gagné. Si je coupe trop la veine, elle chante plus. Quand elle chante trop, c'est parce que je coupe trop la veine. C'est pas bon. Vous voyez, comme là, c'est fragile, vous voyez. Et puis si vous prenez de l'autre côté, ben, il est bon. Voilà, c'est bon. Vous avez vu que c'est compliqué. Hein? Il y en a des trucs à apprendre. Une entreprise artisanale de 6 salariés qui fabrique 2500 boîtes par jour pendant toute la saison du Mont d'Or. Et il ne reste plus qu'à ajuster la taille du fromage à celle de la boîte. Tu vois, puis la pâte est tendre. Ils sentent bon la sangle. Hein? Ouais. Ah, il est délicieux. Excellent, délicieux. C'est un goût de terroir. Un goût de terroir, c'est de forêt, c'est... Oui. Et c'est ainsi que le Mont d'Or représente bien sa région, puisqu'il rassemble des métiers qui font le caractère de la Franche-Comté, agriculteurs, fromagers, bûcherons et sangliers, une partie appréciable de l'économie du Haut-Doubs. J'ai 76 ans. 76. Pas 66, 76. 62 sont là. Ange Martini et son fils Antoine sont bergers. Chaque année, ils viennent passer l'été à 1500 mètres d'altitude dans leur bergerie de Boniach. Leur troupeau, composé de quelques centaines de brebis, vaque en liberté dans la montagne. 2 fois par jour, instinctivement, les bêtes regagnent l'enclos pour être traites. La tâche est fastidieuse et les bras d'un deuxième fils sont souvent les bienvenus. La traite terminée, il faut laisser le lait reposer avant de le cailler à l'aide de présure. Puis, à l'abri du soleil, la fabrication du fromage et du broutch commence. Le lait caillé est déversé dans des formes et le petit lait nécessaire au broutch recueilli dans une grosse bassine. Une fois salé, les pièces sont acheminées dans des caves ancestrales aux murs épais. Durant la saison, chaque jour, une centaine de fromages frais sont ainsi fabriqués. Vendus entre 30 et 40 francs le kilo, ils constituent la principale source de revenus des bergers. Les bergers corses sont de moins en moins nombreux et par conséquent leurs produits de plus en plus rares. Pour pallier cette baisse de production, les grossistes utilisent souvent de la poudre de lait de brebis, une méthode moderne qui a le don de fortement irriter Ange Martini et son fils. Car pour eux, il n'y a qu'une façon de fabriquer du fromage, la leur. Voilà, c'est fait. Malgré ses 76 ans, Ange est toujours solide. Et bon nombre de marcheurs du dimanche ont bien du mal à le suivre. La montagne, ici, il la connaît par cœur, même par temps de brouillard. Pour lui, les cartes sont superflues. Il connaît chaque arbre, chaque pierre. Mais cette montagne, Ange l'a vu aussi se vider. À 50 ans, il y avait dans mon village, au moins pendant l'été, quand j'étais moi jeune, que j'avais 15 ans, dans mon village, on était garçons à l'école 170, seuls dans mon village. Aujourd'hui, en 5 communes, avec les étrangers, 32 enfants. Sur ces 32 enfants, Ange espère bien que quelques-uns reprendront le flambeau, même si le bilan de sa vie est sans fioriture. Je vis comme le ver dans la pierre. Oui, on ne crève pas de faim, on vit comme ça.
C'est un de ces mariages qui ne surprend personne. Il s'est conclu sans bruit au fil du temps. Une région et son lait ont donné un fromage, une pâte à croûte fleurie baptisée Chaours. Simplement parce que le village de Chaours est au milieu de son berceau, l'Aube et l'Yonne. En 1970, l'appellation d'origine contrôlée a scellé son destin de fromage de terroir et de qualité. Dans la région champenoise, Bourgogne, bon, le Chaours fait partie des têtes de cuvée. C'est un fromage qui n'a pas beaucoup de goût, il y a une certaine subtilité, un petit goût d'herbe, de noisette, de crème, qui s'accentue en prenant un petit peu d'âge. Cette saveur particulière, 40 artisans la travaillaient il y a peu. Aujourd'hui, il ne reste que 4 fromageries. L'AOC et son strict cahier des charges a sauvé ces entreprises. Sans le Chaours, Saligny aurait fermé ses portes. Les agriculteurs alentours, comme Christophe Bourgeois, versent toute leur production à l'entreprise de Saligny. Ici, 300 000 litres de lait par an qui ont la douceur des prairies. On a des contraintes au niveau des contrôles. Le lait doit être ramassé tous les 48 heures maximum, alors qu'autrement ça peut être ramassé à 72 heures. Les vaches doivent pâturer obligatoirement dans la litière qui sont assez crayeuses par ici, ce qui donne un goût quand même supplémentaire au Chaours, qu'on ne retrouve pas dans n'importe quel fromage et ni dans n'importe quelle région. Le lait cru est maturé 15 heures par un ferment lactique. En présuré puis moulé, il doit s'y goûter lentement. La technique est toute simple. Elle lui assure ce petit goût aigrelet qui le distingue des autres fromages de sa famille. Une famille qui s'étend de la Normandie à la Lorraine. L'usine a standardisé bien sûr cette fabrication d'origine artisanale. L'essentiel est de respecter les étapes. Égoutté, il est légèrement salé. Les archives les plus anciennes en retrouveraient la trace au XIVe siècle chez les moines de l'abbaye de Pontigny, peut-être. Mais ce sont les fermes de la région qui ont préservé cette tradition vieille de 5 siècles. À l'origine, ce fromage était fabriqué dans les fermes de la région, par les femmes, les fermières. C'est un fromage qui en fait est fabriqué selon un processus certainement le plus ancien qui existe. C'est-à-dire qu'autrefois, on laissait du lait chaud à température ambiante et au bout d'une quinzaine d'heures environ, ce lait était caillé et on le laissait ensuite se sécher et cela donnait un fromage. Séance de dégustation hebdomadaire. La note minimum pour demeurer un Chaours digne de ce nom est de 14 sur 20. Oui, il est un peu coulant en sous-croûte. Hein. Autrefois, en revanche, on l'appréciait en fromage frais au village de Chaours. Et ici, les Chaoursois conservent précieusement le souvenir de l'identité goûteuse qui jalonne leur histoire. Bien, nous sommes ici sur la place du marché. Cette place du marché, c'est là où tous les lundis, les fermières des environs venaient vendre leurs produits. Alors le produit, vous aviez naturellement les animaux de ferme, bien entendu, et puis les œufs, le lait et naturellement notre fromage. Au Moyen-Âge, les marchands des foires de Champagne l'ont emporté jusqu'en Flandre et même jusqu'en Italie. Un destin voyageur mais discret qui fait encore la fierté de ceux qui le fabriquent et de ceux qui ont été élevés au Chaours. C'est un bon produit de la région et qui se mange sous toutes ses formes. Vous pouvez le faire en tarte, le Chaours, également en purée de pommes de terre. Et en plus, c'est un peu un fromage de mon enfance, donc bon, c'est lié à de vieux souvenirs. Ça forme un tout, c'est un terroir, c'est des traditions, ce sont des hommes, ce sont des méthodes de fabrication. Le Chaours est affiné 14 jours. Son acidité ne permet pas un affinage à cœur, mais certains connaisseurs attendent 8 semaines pour le déguster. S'il y a un défaut, le fromage sera déclassé. Il portera alors un autre nom, le nom de Petit Sénonais, le nom des habitants de Sens à 6 km de Saligny. L'union entre le produit et son terroir va donc jusqu'au bout, même dans cette disgrâce relative. Dans la région du Chaours, on sait que ce serait se perdre chacun que de négliger l'autre. Sur les hauteurs de la petite station savoyarde des Jets, il ne reste plus que quelques troupeaux de vaches abondance, dernier témoignage d'un mode de vie montagnard aujourd'hui révolu. Il va bien, mais c'est un petit paysan. Hein. Bah, les parents, hein. Ah, bah, les parents, ouais. J'ai 11 vaches, c'est la race d'abondance, pour que je fasse laitière, parce que je fais que le lait. Et tous les matins, on descend le lait à la fromagerie du Perrier, qui fabrique leur bouchon,
Lactam, le fromage d'abondance. Tout le site là en face, ça c'était des pâturages, il y a une 50aine d'années. Et aujourd'hui ça a été envahi par les sapins. À une époque, la commune déjà, il y avait 300 feux. Et chaque feu avait des vaches, bien sûr. Tout le monde avait des vaches. Et avant de partir à l'école le matin, j'apportais le lait à la fruitière. On était à un quart d'heure, 20 minutes de marche. Les fruitières, ce sont de petites coopératives tenues par des fromagers. Il y a 30 ans, les Gets en comptaient encore 4. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'une. C'est un jeune fromager qui fabrique le reblochon. Ici, les meilleurs, hein. On prend plus de soin à le faire. Il y a plus de doigté, un truc comme ça. Chauffé à basse température dans ce chaudron, puis acidifié à l'aide de la présure et du ferment lactique, au bout d'une heure, le lait est caillé, prêt à être séparé à l'aide de la harpe. Donc là, je suis en train de trancher le caillé pour obtenir des grains de caillé, pour faire évacuer le sérum ou petit lait. Une fabrication artisanale du reblochon qui a presque disparu avec l'émergence des grandes coopératives et la coûteuse mise en conformité avec les normes européennes. Pas question ici de mécaniser, de simplifier, le reblochon fruitier demande une vigilance de tous les instants. Soigneusement tamisé puis moulé, le fromage va être retourné, pressé avec des poids à plusieurs reprises, il ne sera démoulé qu'après 6 heures. Le reblochon va alors sécher pendant 5 jours avant de gagner une autre cave où il s'affinera là aussi pendant près d'une semaine. C'est le prix à payer pour garder les saveurs d'autrefois pour le plus grand plaisir des amateurs. Il est aussi bon que celui qu'on faisait dans le temps, hein. Il n'y a pas 36 façons de couper un maroilles, comme il n'y a pas 36 façons de le reconnaître. Quand vous ouvrez un maroilles, eh bien, vous le humez et vous percevez tout de suite s'il a son odeur caractéristique de maroilles. Et cette odeur spécifique du maroilles, elle vient d'ici, des pâturages acides, de ces bocages de la Vénois et de la Thiérache, de ces paysages verts et humides que l'on nomme encore la Petite Suisse du Nord. Conçu au Xe siècle par les moines de l'abbaye de Maroilles, le fromage était tombé dans l'oubli. Pourtant, sa fabrication fermière n'avait pas totalement disparu. Elle lui redonne un nouveau départ dans les années 60. Chaque producteur garde bien sûr ses secrets, mais la méthode reste la même. Ici, la traite du soir est refroidie, puis réchauffée et mélangée à la traite du matin. Dans la salle de fabrication commence alors dans ces cuves d'empressurage une étape décisive qui va conditionner ensuite tout l'affinage, la préparation du caillé. Le lait doit avoir la consistance d'un yaourt très ferme. Tout l'art du fromager réside dans l'appréciation de différents facteurs. La température de la salle, celle du lait et son acidité. S'ajoutent également les variations saisonnières de la composition du lait selon l'alimentation du bétail. Une appréciation qui exige une sérieuse expérience et des contrôles réguliers pour que le fromage puisse garder son appellation d'origine. Après avoir été vidé de son sérum, après avoir été brassé et coupé, le lait coagulé est ensuite réparti dans des moules selon la grosseur de fromage désiré. Il faut qu'il s'égoutte très vite. S'il ne s'égoutte pas très vite, le sérum reste à l'intérieur et à ce moment-là, le fromage n'est pas bon. Au cours de la journée, les moules de fromage seront ainsi retournés plusieurs fois. Le relief des tapis d'égouttage lui donnera cet aspect strié, reconnaissable. Il faut ensuite attendre le lendemain pour les saler. Cette opération qui se fait à la main par frottement permet de les conserver. Installée ensuite dans le séchoir, la pâte de maroilles devra subir un premier brossage à l'eau afin d'enlever les premières moisissures, la poussée de bleu, comme on dit. À ce stade, il peut enfin descendre dans les fameuses caves en briques de la région où il sera affiné. Aujourd'hui, le maroilles fermier passe au minimum 2 mois en cave où il est brossé chaque semaine à l'eau salée. Progressivement, il prendra cette couleur orangée particulière que seules les caves de la région peuvent lui transmettre. On a dit à une certaine époque que c'était les briques. Vous savez, moi personnellement, je ne crois pas. Mais cette couleur, elle est due à une succession de fermentations. Et ces successions de fermentations, c'est le fromager qui les oriente. Si on laissait la nature faire sauvage, eh bien on aurait un fromage qui serait une boule de moisissure et c'est tout. Reste le problème numéro 1, celui qui rebute certains consommateurs,
Comment conserver celui que l'on surnomme le plus fin des fromages forts? La bonne façon de le conserver, c'est surtout ne pas le mettre au réfrigérateur. Là, il va se dessécher et perdre tout son goût. Ce qui est bien, c'est de le mettre dans une boîte plastique, dans la cuisine à température ambiante, et d'ouvrir la boîte plastique au moins une demi-heure avant de le consommer. Sans cette invention bénédictine, le village de Marwal ne serait sans doute pas aussi célèbre. Autour d'une stèle dédiée au travail des moines, le fromage aux effluves persistantes s'affiche fièrement aux quatre coins de la commune. Acteur de la vie économique locale, le Marwal est devenu aux côtés d'autres produits de terroir un ambassadeur de qualité de la gastronomie du Nord. Un acteur que l'on a décliné en variantes plus sophistiquées, comme le dauphin, parfumé au poivre et à l'estragon, la boulette d'Avenne ou encore le vieux Lille au goût plus corsé, sans oublier les multiples recettes de Marwal cuit, comme la fameuse flamiche. D'abord, on met de la farine, du sel, des œufs, de la levure de boulangerie, délayée dans un peu d'eau tiède, de la margarine. Quand la pâte est terminée, on l'étale sur les tourtières et on met des tranches de maroilles, un peu de crème fraîche et du poivre. On la déguste avec, on va réchauffer avec du cidre, du vin et de la bière. D'ailleurs, nos anciens, vous savez, eh bien, ils consommaient le maroilles avec tous les microbes qu'il y avait dessus, les bons comme les mauvais. Et ils se vaccinaient de cette façon-là. À votre santé. C'est dans des caves naturelles, uniques au monde. Oui, naturel. C'est de là qu'il vient le goût. Que s'affine le Roquefort Société. Lentement, très lentement. Pour qu'il soit bien onctueux, faut ça. Malgré une silhouette charpentée façon Hitchcock, Maurice Astruc est passé maître non pas dans l'art du suspense, mais dans celui de l'affinage. Il ne dirige pas de jeunes blondes graciles, mais des héros virils et persillés. J'ai souvent entendu dire, par exemple, que je faisais très bien le métier et les gens me prennent pour un acteur. C'est faux, c'est que tout simplement, je refais des choses dans la cave que j'ai fait toute ma vie. Ne serait-ce que me promener dans la cave, je le fais plusieurs fois par jour. L'affinage est le stade ultime. Bien avant, le Roquefort n'est que du lait cru de brebis. Lorsqu'il est ensemencé par une souche particulière de pénicillium et des ferments lactiques, il devient ce que l'on appelle du caillé. Il est ensuite mis en moule et pèse à ce stade 4,5 kg. Après 3 jours d'égouttage, chaque pain est compact et prêt à recevoir le gros sel. L'embryon de Roquefort rejoint alors la cave où il poursuit sa gestation. Là, il est piqué, ce qui libère le gaz carbonique et permet au pénicillium de respirer et de se développer. Le fait de le piquer, ça va lui donner la vie. Prenez un nouveau-né, première chose que l'on souhaite qu'il fasse, et on va utiliser les moyens qu'il faut, on va le faire crier. Nous, par contre, alors même en y tapant sur les fesses, ça arrive un petit. Et par contre, nous, on va piquer le Roquefort. Le Roquefort se développe environ 3 semaines dans une cave en vieux chêne, aseptisée par le sel. Il emmagasine alors l'oxygène et l'humidité dont il a besoin. C'est la période d'affinage qui permet la surveillance et la maturation. Quand j'enfonce la sonde, j'ai une résistance. Bon, cette résistance, je l'ai mémorisée depuis des années, c'est-à-dire qu'elle est plus ou moins souple. Après, je sors ma carotte, ça s'appelle la carotte à l'intérieur, là, et je constate la quantité de bleu. Il y en a assez, il n'y en a pas assez, mais surtout le plus important, c'est la coloration de ce bleu. C'est cette coloration qui va définir la qualité de la pâte de ce Roquefort. Le Roquefort est susceptible. Son parfait épanouissement nécessite un microclimat précis et naturel. Pour le créer et le maintenir, l'affineur manœuvre une porte, la fleurine, qui est en quelque sorte l'âme de la cave. Quand l'air rentre dans la cave, la première des choses, la température va baisser. On va essayer de baisser un peu la température. Deuxièmement, il apporte beaucoup d'oxygène et il apporte beaucoup d'humidité. Donc le fromage, qui aurait tendance à produire beaucoup de chaleur, puisque c'est une fermentation, va continuer à se maintenir, disons, à un niveau de température assez bas. Après 3 semaines, il est nécessaire de ralentir l'affinage en cours. Pour ce faire, les cabannières enveloppent chaque pain dans une feuille d'étain. Le Roquefort ne sera mûr qu'après une dizaine de mois passés au froid. Ensuite seulement, il se livrera. Si vous voulez gagner en onctuosité, gagner en goût, en saveur, en bouquet, plus on va laisser vieillir un Roquefort, meilleur il sera. Donc il faut vraiment du temps, il faut ne rien précipiter. C'est là quand la campagne de l'heure et de notre pays sont nos
La cancoyote mise en chanson, la voici, tiède et collante. Et en Franche-Comté, tout le monde vous le dira. Nous sommes dans une des plus anciennes fromageries du Doubs. La cancoyote qui sort de ses pies métalliques a bien été faite avec du lait de vache, caillé et séché. Le résultat, c'est le méton, un de ces blocs jaunes qui ressemble à du fromage. Sans perdre de temps, les fromagers égrènent le méton. Plusieurs jours durant, on brasse des grains jaunes, c'est l'affinage, la partie la plus délicate de la fabrication. Le savoir-faire, c'est ça, c'est l'œil, c'est le toucher, il faut que le grain soit pas trop gros, il faut que le grain soit bien jaune pour la fonte. C'est la base aussi d'une très bonne cancoyote. Une très bonne cancoyote qui enfin va apparaître sous son véritable état, une texture plus liquide que solide. Ajoutez du beurre, et du beurre, la cancoyote peut partir en petits pots. Rien que le nom fait en général sourire nos acheteurs, et quand on est en dehors de la région, quand on dit qu'on vend et qu'on fabrique, enfin qu'on fabrique et qu'on vend de la cancoyote, on a déjà une bonne partie du travail de fait parce que ça détend l'atmosphère. Nos prédécesseurs ont vendu énormément de cancoyotes dans les colonies parce que des gens de l'Est de la France étaient expatriés à ce moment-là pour des raisons militaires. C'était le produit qui rappelait le pays. La mémoire de la cancoyote, c'est lui, Robert Bichet, qui trouve des traces de la cancoyote jusque dans les bandes dessinées du sapeur Camembert. Le 29 février 1844, fut déclaré à la mairie de Glolélure, Saône-Supérieure, la naissance d'un enfant du sexe masculin, fils d'Anatole Camembert, cultivateur, et de Polémie Cancoyote, son épouse. Résumons. Avant d'être un phénomène culinaire, la cancoyote aurait donc été présente dans les œuvres de l'humoriste Colomb. Ça prouve quand même le succès de la cancoyote dès l'époque de Colomb, qui avait donné son nom à la mère du sapeur Camembert. Comme beaucoup de francs-comtois, Robert Bichet consomme la cancoyote plusieurs fois par jour. Pour son 4 heures, il la préfère froide. J'ai massé la cancoyote un peu dure, je ne l'aime pas trop molle. Moi j'aime la manger avec un couteau et étendue sur du pain, comme de la confiture. Mais ça n'a pas du tout le même goût. La cancoyote a longtemps souffert d'une mauvaise réputation, due à son odeur et à son aspect. On l'appelait la glu, la colle, la merde du diable. Aujourd'hui, les cuisiniers la redécouvrent. C'est un peu magique parce qu'avec le fromage, avec cette cancoyote, on peut faire plein de choses. Ça sert de liant. Donc là, notamment, on peut le mélanger avec de la tomate et donc du céleri. C'est pour une entrée, on peut très bien l'utiliser, donc pour faire du poisson comme de la viande. Et pour les novices, le test est plutôt concluant. Ça file, ça colle, si bien que c'est pas comme un morceau soit de gruyère, soit d'emmental, soit de morbier, même de camembert, où là, on coupe et on a son petit morceau. C'est entendu, la cancoyote colle, mais elle délie aussi les langues dans les restaurants, comme dans toutes les écoles de Franche-Comté. Rouge. 4h30 du matin, 1200 mètres d'altitude, le jour sommeille encore. Les hommes appellent. Il faut tirer le lait, bientôt les bêtes vont pâturer. 70 à 4. Tout à la même. Elles sont mieux traites qu'à la machine. Parce que la machine, c'est une aspiration. Et la main, c'est par pression. Elles sont mieux finies. Qualité de lait. Incomparable lait de la vache salaire, transformé en fromage sur les lieux de traite. Le fromage fermier, vieilli pendant 10 longs mois dans la cave, semi-enterré des burons. Ces maisons d'alpage éparses, fouettées à longueur d'année par le vent, certaines résistent encore au temps. Il n'y avait que de ça, le temps. On remonte peut-être 50 ans ou en arrière, il n'y avait que de ça. Les burons étaient tous aptes, ils étaient tous ouverts. Et puis maintenant... Et maintenant, on est les seuls sur le plateau de Colandre. Il y a un problème de main-d'œuvre. C'est pas que le travail soit peut-être pénible.
Il faut toujours être présent continuellement. C'est notre rythme. Hein. Dans le buron, ils sont 4, mais seul le vacher connaît les secrets qui feront du fromage une œuvre d'art. Sous la voûte en pierre de lave, des gestes séculaires. Le jeune fromage transpire, senteur des prés. On le change, on le cajole, on lui apprend à grandir. Et 2 fois par jour, on monte pour la traite. Derrière l'âne, les gerles en bois pour mettre le lait. Le pâtre appelle. Isolés de leur côté le reste du temps, les veaux retrouvent leur mère. Le veau connaît son nom. Alors, le pâtre l'appelle, il sort, il trouve sa mère tout seul. C'est une race comme ça qu'il faut le veau, qu'elle donne son lait, qu'elle ne retienne pas. Car la Salaire, comme l'Aubrac, autre race d'Auvergne, ne donne du lait que par amour du veau. Et lui seul peut amorcer la mamelle. Quand le lait est libéré, on attache le veau devant et on commence à traire. On tire le lait de 3 mamelles seulement. La dernière revient au petit. Chacun y trouve son compte. Elle aime beaucoup son veau. Parce que, c'est-à-dire, elle est un peu spéciale. Par amour du veau, si on lui supprime le veau, elle vous donnera plus le lait. Douce, mais dure en même temps. Elle est assez élégante, quoi, pour qu'elle ait de l'allure. Beau cornage, enfin, pas sauvage. Elle est fière d'elle-même, fière de son pays, fière de ses montagnes, quoi. Je suis un peu né avec elle. Et puis, je sais pas, elle me plaît vis-à-vis beaucoup plus en tant que vache, quoi. C'est rien que sa corpulence de vache, et puis son charme, quoi, sa robustesse et tout. L'amour, c'est ça, quoi. Si on les aime, elles sont reconnaissantes. Surtout quand elles quémandent leurs friandises, une poignée de sel. Quand on est enfant, qu'on vit avec les animaux, j'ai gardé quelque chose de... Bon, pour moi, le lait salaire n'a pas le même goût que l'autre. C'est pas le même goût du tout. Sinon, on ne ferait pas du salaire. On garde la tradition du pays, puisque le salaire est millénaire. C'est normal. Retour aux sources. Au buron, à bonne température, celle de la vache, le lait est tout de suite caillé. Alors commence l'instant magique. Dans un recueillement de cathédrale, un salaire va naître. Marcel, le buronnier, goûte la tome toute fraîche. Un peu séchée, elle pourra servir à faire la truffade auvergnate, comme Marie-Thérèse, à Allanche, le fait pour ses petits-enfants. Verser la tome fraîche de salaire, coupée en dés, sur des pommes de terre bien rissolées à la poêle, remuer lentement à la spatule, de l'ail, sel, poivre, servez tout de suite, ça fait le repas. Ah mais c'est vrai que Nicolas... Pendant ce temps, sur le plateau, le tintement aigrelé d'une clochette rythme le labeur des buronniers du Cantal, modeste, mais non sans grandeur.